À la citadelle du repère, un lieu sacré animé par les enfants impatients de recevoir leurs dons spéciaux, Rena est très curieuse de découvrir ce qu'elle va obtenir. Elle se tourne vers Kai, qui semble un peu nerveux, et lui demande s'il est excité. Il admet qu'il est un peu surexcité, mais que ça le travaille depuis hier, et il est clairement en train de stresser. En le voyant paniquer, Rena décide de s'éloigner un peu, laissant Kai seul pour profiter du moment. Aujourd'hui est le jour où il recevra enfin son propre don. Dans ce monde, lorsqu'on atteint 13 ans, on reçoit une bénédiction des dieux, qui peut aller de compétences en combat à des pouvoirs magiques. Rena rêve de devenir princesse, mais ça ne la dérangerait pas non plus d'être un lapin. Kai plaisante en disant qu'elle n'a pas vraiment l'étoffe d'une princesse, mais qu'elle est mignonne. Lorsqu'elle lui demande quel don il voudrait, il répond qu'une épée serait cool, mais au fond, il sait que ce n'est pas vrai. Son grand-père est le seul à vouloir qu'il reprenne le dojo familial d'épéiste, mais Kai espère secrètement recevoir un don qui lui permettrait de partir à l'aventure et de devenir un grand chasseur comme sa mère. Les chasseurs explorent la nature sauvage et combattent des monstres, c'est ce qu'ils rêvent vraiment de faire. Il s'inquiète de ne pas être assez bon avec une épée et se sent moins intelligent que les autres. Soudain, des acclamations bruyantes interrompent ses pensées. Lila, une fille d'un célèbre dojo d'épéiste, arrive en courant, toute excitée. Elle vient de recevoir un don appelé experte à l'épée. Kai sait qu'elle sera sa rivale dans le futur, et leurs parents ont déjà décidé qu'ils seraient fiancés, ce qui est un peu gênant. À ce moment-là, Roman, un parent de Kai, fait son apparition et se vante de son propre don, roi de la lance, mais Lila n'a pas l'air très impressionnée, puisqu'elle le savait déjà. Un membre des paladins du Saint-Roi arrive pour parler à Lila de son don. Elle fait mine de minimiser la chose, mais le paladin la félicite pour ses efforts et lui propose de rejoindre leur rang. Kai pense que Lila est incroyable et l'encourage à accepter. Après son départ, Case, un autre ami, s'excuse pour le comportement exagéré de Roman. C'est au tour de Rena, et le prêtre est stupéfait lorsqu'elle reçoit le don de maîtresse de l'épée. Les gardes commencent à murmurer entre eux, se demandant si tous ces dons puissants ne sont pas le signe que quelque chose de grave se prépare. Après les avoir fait taire, le prêtre appelle Kai à s'avancer. Il lui demande son nom et lui dit de poser la main sur le cristal. Dès que Kai le fait, il ressent un poids écrasant, et la lumière du cristal s'éteint. Le prêtre a l'air choqué et lui annonce qu'il vient de recevoir le don le plus inutile qui soit. Un peu plus tard, Kai se retrouve en duel d'entraînement contre Roman. Tout le monde acclame Roman, en lui rappelant qu'il affronte le plus incompétent de tous. Kai a du mal à suivre le rythme et finit au sol, se sentant comme un véritable raté. Alors qu'il est sur le point de perdre connaissance, Lila arrive et l'aide à se relever. Il ne peut s'empêcher de la fixer, partagée entre l'admiration et la gêne. Elle lui applique un peu de baume sur le front, et Kai repense à la tournure catastrophique qu'a prise sa vie depuis qu'il a reçu ce don. Ses capacités physiques sont inférieures à celles d'enfants qui ne se sont jamais entraînés. Les gens l'évitent, et même des inconnus le harcèlent sans raison. Les seuls qui continuent à bien le traiter sont Lila et quelques rares personnes. Ses fiançailles avec Lila ont été rompues le jour même où il a reçu son don, et désormais, il se sent comme un moins que rien, mais il commence à s'y faire. Lila lui demande s'il part bientôt pour la capitale royale. Il acquiesce, expliquant qu'il est difficile de rester à Lamé. Il espère être mieux traité là-bas. Elle lui demande s'il cherche du travail, mais il répond qu'il compte se rendre dans une ville voisine où les habitants ne possèdent pas de dons, pensant qu'il y trouvera peut-être un emploi. Il promet de lui écrire, mais elle répond que ce n'est pas nécessaire et part précipitamment faire ses bagages. Kai décide alors d'aller parler à son grand-père, mais tombe sur Roman en chemin. Roman lui rappelle qu'il a reçu le don de roi de la lance, et que puisque Kai n'est plus fiancé à Lila, il pense être celui qu'il lui faut. Kai, cependant, affirme que c'est à Lila de choisir, ce qui pousse Roman à lui demander s'il croit vraiment qu'elle choisirait quelqu'un d'aussi inutile que lui. Kai tient bon, disant que ses sentiments pour Lila sont différents, et qu'il ne s'inquiète pas des prétentions de Roman. Avant que ce dernier puisse insister, son maître l'appelle pour reprendre l'entraînement, interrompant leur conversation. En s'éloignant, Kai pense à Lila comme à une sœur, et regrette de ne pas l'avoir dit à Roman. Plus tard, il retrouve son grand-père, qui s'excuse pour tout ce que Kai a dû endurer. Quand Kai lui demande ce qu'il veut dire, son grand-père évoque la rupture des fiançailles et son départ de la maison. À la surprise de son grand-père, Kai dit que cela ne le dérange pas, car il a toujours considéré Lila comme une sœur. En plus, aller à la capitale royale a toujours été son rêve. Cela fait rire son grand-père, qui remarque que la manière de penser de Kai a bien changé.
Il le rassure en lui disant que, peu importe son don, il reste un membre de la famille et qu'il sera toujours le bienvenu. Lorsque Kai avoue qu'il ne pense pas revenir, son grand-père insiste en disant qu'il veut au moins le revoir de temps en temps. Sur ces mots, le vieil homme s'apprête à partir, en rappelant à Kai de prendre soin de lui, ce que ce dernier promet. Une fois tout réglé, Kai prépare son sac, excité à l'idée de partir pour Babel, le centre névralgique des apprentis chasseurs, où il espère réaliser ses rêves. Il se met en route vers la station de diligence, pensant qu'elle ne doit pas être bien loin. Soudain, une élégante calèche s'arrête devant lui, et il se demande qui peut bien être à l'intérieur. À sa grande surprise, une femme saisissante descend de la calèche et lui demande s'il est bien Kai. Elle se présente sous le nom de Rosemary, et il se souvient que ce nom appartient à la prêtresse du royaume d'Amelia. Avant même qu'il ne puisse répondre, elle lui annonce qu'elle voyagera avec lui jusqu'à la capitale royale et lui demande de l'appeler Rose, ce à quoi il consent à contre-cœur. Sans prévenir, sa servante se met à fusiller Kai du regard, l'attrape par le col et le traite de bon à rien en remettant en question ses manières. Rosemary la réprimande immédiatement, lui rappelant que c'est elle qui a voulu voyager avec Kai, et que son comportement rejaillit mal sur elle d'eux. La servante s'excuse, et le cocher explique que ses actions étaient motivées par sa loyauté. Puis, à la stupéfaction de Kai, Rosemary se gifle violemment elle-même. Alors qu'elle saigne de la bouche, elle lui demande si l'on peut partir. Kai se demande si tous les nobles sont un peu fous, mais il reste reconnaissant envers son grand-père d'avoir organisé ce trajet. Il ne peut cependant s'empêcher de s'inquiéter de sa place parmi des gens pareils. Plus tard, il s'arrête dans un campement, et Kai fait la queue pour le repas. Lorsqu'arrive son tour, le responsable lui tend un simple morceau de pain en disant que c'est tout ce qu'il a, sur ordre de Sir Frankton. Kai se souvient que son grand-père lui avait dit que tous les frais de voyage étaient couverts, et il se demande si la nourriture est facturée en plus. À ce moment-là, un grand type le bouscule volontairement, faisant tomber son unique morceau de pain. Avant même que Kai puisse réagir, l'homme se met à crier, l'accusant d'avoir provoqué la collision. Il lui donne un coup de pied dans le ventre avant de continuer son chemin. Soudain, Rosanna intervient et ordonne à l'homme d'arrêter. Cela ne fait qu'aggraver sa colère, et il lui demande si elle protège Kai. Rosanna répond qu'elle ne fait qu'obéir aux ordres de Rosemary. Puis, le bruit d'une épée tombant au sol attire l'attention de tout le monde, et le grand type recule. Kai pousse un soupir de soulagement. Quand il essaie de remercier Rosanna, elle s'éloigne en disant qu'elle ne serait pas intervenue si ce n'était pas pour Rosemary. En se croisant, Rosanna et le grand homme échangent quelques mots de salutation. Le grand homme s'approche ensuite de Kai, affirmant que l'un de ses hommes a causé des problèmes. À la surprise de Kai, il s'incline et déclare que l'impolitesse de son subordonné est de sa responsabilité. Kai lui dit que les gens de la capitale et du royaume d'Amelia le considèrent comme maudit. Cela pousse l'homme à décider qu'il lui apportera ses repas à partir de maintenant. Quand Kai tente de refuser, l'homme insiste en disant que les jeunes comme lui devraient être plus francs. Ensuite, il l'emmène directement voir le chef cuisinier pour le confronter à son comportement. Le chef tente d'expliquer que Frankton lui a ordonné de servir moins de nourriture, mais Arnold n'en a rien à faire. Il le saisit par le col et lui ordonne de préparer un vrai repas pour Kai. Le chef, paniqué, ordonne aussitôt à son équipe de cuisiner un festin. Très vite, Kai se voit remettre une montagne de nourriture. Lorsqu'il tente de remercier Arnold, celui-ci lui répond que c'est ce qu'il mérite et qu'il doit bien manger pour devenir plus fort. Sur ces mots, Arnold s'éloigne pour aller discuter avec Frankton et son groupe, laissant Kai abasourdi de constater qu'il existe encore des gens bien. 3 jours passent, et Kai reçoit encore une grande quantité de nourriture, tandis que tout le monde fait attention à ne pas le bousculer cette fois. Ce soir-là, allongé dans sa tente, il se demande comment vont Case et Rena. Il se souvient que Case est parti étudier à la capitale royale, tandis que Rena a rejoint une équipe de héros pour vaincre le roi démon. Soudain, Rosemary apparaît devant sa tante et lui demande si elle peut entrer. Il accepte, un peu gêné, se demandant s'il s'agit d'une sorte de relation ambiguë. Il s'inquiète aussi de ce que les autres pourraient penser en la voyant avec lui. Avant même qu'il puisse poser une question, elle lui présente ses excuses, ce qui le prend de court. Rosemary explique qu'elle a appris ce que les chevaliers lui avaient fait. Kai minimise la chose en disant que c'est du passé, mais Rosemary insiste, elle se sent coupable parce que c'est elle qui a demandé à son grand-père de la laisser voyager avec lui. Cela rend Kai curieux, pourquoi voulait-elle voyager avec lui? Elle lui révèle alors qu'elle est amie avec Rena et Case, ce qui le surprend. Il apprend que Case est l'apprenti du grand mage royal, qui est aussi le mentor de Rosemary,
et que Rena est sa meilleure amie. En apprenant que Rosemary étudie la magie, Kay se demande si elle est la prêtresse dont il a entendu parler, mais il chasse rapidement l'idée. Il lui demande si Rena et Kay ont déjà parlé de lui. Rosemary confirme que Rena parle beaucoup de lui, au point qu'elle pense en savoir plus sur lui que Kay. C'est d'ailleurs en entendant tant de choses sur lui qu'elle a voulu le rencontrer. Kay lui demande alors si Rena s'en sort bien dans l'équipe du héros. Rosemary le rassure, tout le monde l'adore parce qu'elle est toujours pleine de joie. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Rosanna, qui rappelle à Rosemary qu'il se fait tard. Réalisant qu'elle a perdu la notion du temps, Rosemary décide de retourner à sa tante. Kay la remercie pour la discussion, et elle lui répond qu'elle a apprécié aussi, laissant entendre qu'elle aimerait parler de nouveau. Alors qu'il s'apprête à dormir, Arnold entre brusquement pour le remercier. Kay ne comprend pas, car il n'a rien fait de spécial. Mais Arnold insiste, il tient à le remercier d'avoir parlé avec Rosemary. Kay lui demande d'arrêter de s'incliner, ajoutant qu'il devrait plutôt remercier Rosemary elle-même. Arnold finit par lui confier qu'il a lui aussi reçu un don faible, et qu'il comprend donc ce que Kay traverse. Il l'encourage à continuer, car avec du travail, tout finit par s'arranger. Pendant ce temps, dans la forêt, deux individus louches discutent lorsqu'un certain Frankton arrive. Il leur demande où ils en sont, et l'un d'eux, un type à l'apparence squelettique, lui assure que tous les meilleurs invocateurs sont en place, prêts à agir. Frankton félicite le squelette, nommé Hans, et demande où en sont les déplacements de Rosemary. Il apprend qu'elle parlait avec Kay, qui dort à présent. Frankton prévoit de créer une diversion pour éloigner Arnold de Rosemary. Un autre homme, nommé Signal, intervient et dit que sans Rosemary, Gilbert serait déjà sur le trône. Il se moque de Frankton pour sa trahison envers la famille royale qu'il est censé servir. Frankton se met en colère et dit à Signal qu'il ne comprend rien à la politique du royaume. Il insiste sur le fait qu'ils ne trahissent pas Rosemary, mais qu'ils veulent simplement l'utiliser à leur avantage. Après un échange tendu, Frankton décide de retourner au camp pour lancer l'opération, en leur rappelant qu'il compte sur eux. En chemin, Frankton pense qu'il est temps de chasser la princesse de sa terre natale. Il est convaincu qu'avec les meilleurs atouts de son côté, il ne peut pas échouer, surtout que Rosemary représente une menace pour les ordres nobles qu'il protège. Il jure de mener sa mission à bien et renouvelle sa loyauté envers le prince Gilbert. Pendant ce temps, Kay sort de sa tente, regrettant de ne pas être allé aux toilettes avant de dormir. Il envisage d'aller à proximité, mais n'a pas envie que quelqu'un le voie. Il s'éloigne un peu et trouve un bon endroit, pour se rendre compte que quelqu'un est déjà là. C'est Signal. Il se fixe un moment, et Kay se demande ce qu'il fait là, puisqu'il n'était pas dans le carrosse. Signal se met à réfléchir profondément, réalisant que le rapport ne mentionnait rien à propos de Kay. Il se dit que tant que Kay ne gêne pas leur plan, il peut bien s'amuser un peu. Kay sent que quelque chose cloche, et Signal l'avertit de fuir pendant qu'il le peut. Soudain, il claque des doigts. Kay s'enfuit pour sauver sa vie, mais il commence à manquer d'air, son corps le lâche peu à peu. Il supplie son don inutile de disparaître, juste pour pouvoir courir plus vite. Il entend les monstres se rapprocher derrière lui, et il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il est toujours la cible. Il blâme son don pour tous les ennuis qu'il a connus. Il trébuche, mais se relève aussitôt, se forçant à continuer. Il repense à toutes les fois où son don maudit lui a causé du tort. Il aurait préféré recevoir un don d'escrime, au moins, il aurait pu reprendre le dojo familial, épouser Lila, et rester proche de Rena et Case. Mourir seul dans une forêt sombre est la dernière chose qu'il souhaite. Après avoir couru un bon moment, il arrive devant une cascade sans issue. Il pense que c'est peut-être la fin. C'est alors qu'il aperçoit une lumière à travers la chute d'eau. Les monstres étant juste derrière lui, il décide de sauter à travers, prêt à tout pour éviter de mourir ici. De l'autre côté, il découvre une immense salle vide qui ressemble à un désert, baignée de lumière du soleil, ce qui le déroute, car il faisait nuit dans la forêt. Peu après son entrée, le passage disparaît. Au lieu de paniquer, il se met à rire, soulagé d'avoir échappé au monstre. Elle se demande si cette grotte est un piège et remarque un bâtiment non loin. Cherchant un peu d'ombre pour se reposer, il entre à l'intérieur, pour découvrir qu'il s'agit d'un temple. À l'intérieur, un autel l'attend, avec un emplacement prévu pour une empreinte de main. Même s'il ne peut pas lire les inscriptions, il décide de poser sa main sur l'autel. Aussitôt, tous les cristaux de la pièce se mettent à briller, et une fenêtre de système apparaît. Elle vérifie ses dons et annonce qu'il détient un don classé au-dessus du rang divin, ce qui le laisse confus.
Il pense que ça doit être une erreur. Le système lui souhaite la bienvenue aux épreuves des dieux. Lorsqu'il clique sur le bouton « Continuer », une nouvelle fenêtre s'ouvre pour expliquer les règles de ce lieu. Il comprend qu'il est dans un donjon, un endroit que seuls les meilleurs chasseurs peuvent espérer franchir, et que s'il sort, des monstres l'attendront. Pris de panique, il inspire profondément et tente de réfléchir calmement. Il se souvient qu'il possède 5 objets qui lui ont été accordés et fait apparaître le premier, une boîte à objets. À l'intérieur, il trouve 2 articles, des chaussures d'évasion et un bâton indestructible. Il décide d'essayer les chaussures d'évasion, mais en pensant à les rangers, elles disparaissent. Ensuite, il dit « stockage » et la boîte à objets lui montre ce qu'elle contient, ce qui lui donne l'impression d'avoir mis la main sur un trésor rare. Il passe alors au 4e objet, une compétence d'évaluation. Il utilise la compétence d'évaluation sur les chaussures d'évasion et apprend qu'elles augmentent ses chances d'échapper à ses ennemis. Il se demande alors si ce ne serait pas un objet de niveau trésor national. Curieux, il décide de s'auto-évaluer et découvre que son don est bel et bien de rang divin. Il apprend que, sous certaines conditions, ce don peut surpasser toutes les limites, dans n'importe quelle catégorie. Il se dit que cela signifie simplement que le travail acharné finit par payer. Il laisse cette idée de côté et se rappelle du 3e objet, un élixir. En regardant autour de la pièce, il trouve une source d'élixir, ce qui le surprend, car il s'attendait à une fiole. Pour le tester, il se coupe la main avec un couteau et trempe sa blessure dans l'eau de la source. À sa grande surprise, la blessure guérit instantanément. Avec la boîte à objets, la compétence d'évaluation et la source d'élixir, il commence à croire qu'il a peut-être une vraie chance de devenir chasseur, s'il rapporte tout cela à la guilde des chasseurs. Se sentant mieux préparé, Kai se prépare à quitter l'endroit. Avec cette idée en tête, Kai s'enfonce plus profondément dans le donjon, en longeant les murs comme il l'a lu dans le manuel du chasseur. Il croit vraiment qu'il peut s'en sortir. Mais plus loin, il arrive à un endroit où le mur se termine, et il se retrouve sans indication sur la direction à suivre. Soudain, il aperçoit un monstre en train de ronger son propre bras, complètement indifférent à la douleur. La panique s'installe lorsqu'il comprend qu'il est en danger. Il essaie de s'éloigner de la créature, mais celle-ci resserre son étreinte, et dans un mouvement désespéré, Kai finit par perdre un bras. Sans réfléchir, il détale en direction de la salle d'où il venait, courant droit vers la source d'élixir. Une fois sur place, il prend un moment pour reprendre ses esprits, se souvenant qu'il était en route pour la capitale lorsqu'il est tombé sur ce type aux cheveux rouges. Après avoir repris son souffle, il se rappelle que le monstre sauterelle lui a arraché le bras droit. Heureusement, l'élixir guérit sa blessure, et un immense soulagement l'envahit, il est reconnaissant d'avoir encore une fois échappé à la créature. Même si son bras est guéri, sa chemise est encore tachée de sang, un rappel brutal que tout ce qu'il a vécu est bien réel. Il sait qu'il devra retourner dans le donjon pour s'en sortir. Il a eu de la chance cette fois, mais la prochaine, la sauterelle pourrait bien le dévorer. Frustré, Kai se met à pleurer, se demandant pourquoi il doit toujours faire face à des situations aussi terribles. Cela fait déjà 7 jours qu'il est entré dans le temple, et il commence à manquer de nourriture. La seule chose qu'il trouve à manger, ce sont des insectes au sol, mais en les examinant, il découvre qu'ils sont suffisamment toxiques pour terrasser un dragon, même s'ils sont très nutritifs. Il décide de ne pas les manger pour le moment et attend. Les jours passent, et au bout de 15 jours, il élabore enfin un plan. Il boit beaucoup d'élixir pour se protéger, puis avale l'un des insectes venimeux sans hésiter. Immédiatement, sa vision se teinte de rouge, et il se demande si c'est la fin. C'est alors qu'une notification apparaît, lui indiquant qu'il a acquis une nouvelle compétence, ce qui le laisse perplexe. Une autre notification suit, il a développé une résistance aux poisons faibles. Soulagé que l'élixir ait fait effet, il se sent tout de même extrêmement nauséeux. En plus, des maux de tête et des vertiges s'emparent de lui. Pour y remédier, il boit encore de l'élixir, ce qui calme ses symptômes. Curieusement, son estomac se sent rassasié, mais il ne peut pas vraiment se réjouir sachant que son alimentation se composera désormais d'insectes. Avance rapide, 100 jours plus tard, il a enfin acquis une immunité totale au poison, ce qui signifie qu'il peut manger autant d'insectes qu'il veut sans risquer sa vie. Un an passe, et Kai commence à pratiquer l'art du sabre pour se vider l'esprit. Avant même de s'en rendre compte, 10 années se sont écoulées, et il continue toujours. Après avoir atteint les 40 ans dans le donjon, il commence à affronter des adversaires imaginaires. En ce moment, il se bat contre Roman. Sans hésiter, il fonce sur lui et, à sa grande surprise,
parvient à le désarmer et à remporter le combat pour la première fois. Fier de lui, il remercie son imagination pour cet entraînement. Il se souvient qu'il gagne de plus en plus souvent dans ses duels mentaux, allant même jusqu'à battre son propre maître. Tout cet entraînement lui permet d'obtenir une nouvelle compétence qui renforce ses capacités lors de vrais combats à l'épée. Il remarque alors qu'il n'a jamais entendu parler du style de sabre Q mentionné par le système, notant qu'il ne s'agit que de la première étape. Déterminé à devenir plus fort, Kai continue de s'entraîner sans relâche. Avance rapide de 800 ans, il affronte désormais un maître épéiste venu d'Isabelle, le plus puissant elfe-bretteur et ancien empereur de l'épée de l'Empire proche de GLT. Puis, après 1500 ans, Kai se tient avec assurance, appelant tous les héros légendaires à venir l'affronter en même temps, les provoquant avec arrogance. Après 3000 ans, Kai se retrouve face au dernier adversaire qu'il lui reste, lui-même. En tant que plus grand épéiste du monde, il a surpassé tous les autres. Le duel contre lui-même commence, mais rapidement, il décide d'explorer un donjon. En utilisant sa compétence d'analyse, il découvre que le monstre sauterelle possède des statistiques inconnues, ce qui éveille sa curiosité. En avançant plus profondément, il rencontre un ennemi mystérieux. Kai fonce sur la sauterelle, lui ordonnant de lui montrer le chemin. Le monstre tente d'attaquer, mais Kai esquive facilement, se moquant de ses mouvements maladroits. Il lui assène un coup en plein visage, et lorsque la sauterelle tente une contre-attaque avec un coup de pied, Kai le bloque sans effort. Il soupire, se demandant si c'est tout ce que le monstre a à offrir, puis décide de lui montrer quelque chose de spécial. Kai déclenche une nouvelle technique appelée « limite de la mort », tranchant la sauterelle en morceaux. Déçu par le manque de difficulté, une notification lui indique que ses statistiques augmentent à chaque ennemi vaincu. En regardant les restes du monstre, il pense qu'un simple coup d'épée aurait été plus satisfaisant. En s'enfonçant plus profondément dans le donjon, il remarque qu'il devient de plus en plus vaste et que les insectes toxiques qu'il mangeait ont disparu. Il envisage de remonter à la surface, mais abandonne l'idée et se met à grignoter la sauterelle. Quelques étages plus bas, il rencontre un nouveau monstre, la Frolentueuse. Kai se dit qu'un ennemi puissant apparaît tous les 10 étages, ce qui l'excite à l'idée du combat. Juste au moment où l'ennui le gagne, la Frelon lui fonce dessus à une vitesse fulgurante et lui arrache un bras. Au lieu de paniquer, Kai ressent un frisson d'excitation provoqué par la douleur et charge la Frelon, avide d'un vrai combat. La Frelon disparaît et attaque de nouveau, mais cette fois, Kai suit ses mouvements et esquive. Il remarque que la Frelon tremble juste avant de lancer son attaque. Soudain, elle pulvérise du poison partout. Plutôt que d'esquiver, Kai se concentre et utilise une technique appelée « miroir lunaire », enveloppant son arme du poison avant de le lui renvoyer. Il pense en avoir fini, mais la Frelon revient à la charge, ce qui impressionne Kai par sa ténacité. La reconnaissant comme un adversaire digne de lui, il utilise une autre technique, frappe foudroyante, transperçant le corps de la Frelon. Lorsqu'elle tombe enfin, une notification apparaît, révélant une récompense. Un vieux coffre rouillé surgit, et à l'intérieur, Kai trouve une épée de flamme capable d'enflammer tout ce qu'elle touche. Il hésite à l'utiliser, son bâton faisant très bien l'affaire, mais pense qu'elle pourrait servir à rôtir des insectes. En descendant encore plus profondément, il entre dans une salle remplie de lave. Stimulé par le défi, il retire ses chaussures et pose les pieds nus sur la lave. C'est bien plus chaud qu'il ne l'imaginait, et il soigne rapidement ses pieds avec de l'élixir. En réessayant, il constate qu'il peut supporter la chaleur pendant environ 10 secondes. Une fenêtre s'ouvre alors, lui indiquant qu'il a acquis une résistance à la chaleur, améliorable en s'exposant 500 fois à cette chaleur après guérison. Déterminé à maximiser sa résistance, Kai continue de marcher sur la lave. Il traverse des étages divers, magma brûlant, déserts glacés, salles inondées, zones de lames de vent, et zones de frappe de foudre, veillant à renforcer sa résistance à chaque fois. Après avoir atteint le 300 étage, Kai a développé une résistance à toutes les épreuves qu'il a affrontées, le rendant presque invincible. Il décide de passer à la pièce suivante et se souvient des gants de la bête foudroyante qu'il avait trouvés plus tôt, qu'il utilise simplement pour s'essuyer le front. Alors qu'il s'approche du prochain escalier, il entend de l'eau et aperçoit bientôt une bête appelée le roi tigre tonnerre qui l'attend. Le système l'informe qu'il s'agit du dernier défi des niveaux supérieurs. Juste au moment où le tigre s'apprête à attaquer, Kai le tranche en morceaux d'un seul coup grâce à sa technique ultime, la lisière de la mort. Le système commence à annoncer sa victoire, mais avant d'avoir terminé, Kai remarque d'énormes poissons nageant en contrebas. Il les trouve plus intéressants et saute aussitôt dans l'eau. Une fois plongés,
Les poissons l'aperçoivent et foncent sur lui. Kai n'hésite pas et parvient à tous les découper, même si le combat n'a pas été très fluide puisqu'il s'agissait de sa première bataille sous-marine. En remontant à la surface, il réalise rapidement que le plus difficile sur cet étage est peut-être simplement de remonter sur la plateforme. De retour sur la plateforme, le système reprend l'annonce concernant le bonus spécial. En remarquant un bégaiement dans la voix du système, Kai se demande s'il n'y a pas quelque chose d'anormal, et le système laisse entendre qu'il y a effectivement quelque chose d'étrange chez lui. Il examine ensuite un coffre au trésor qu'il a trouvé dans l'un des poissons vaincus. Il ouvre d'abord la petite boîte et y trouve un livre intitulé Tome magique. Il se demande si quelqu'un comme lui, qui se sent parfois aussi intelligent qu'une chaussette mouillée, peut vraiment apprendre la magie. Malgré ses doutes, il ajoute le livre à son inventaire et ouvre la seconde boîte, y découvrant une épée mythique à la lame capable de trancher la foudre. L'arme lui semble naturelle dans les mains, lui rappelant les sabres en bois de son ancien dojo. Après quelques essais, il sent que cette épée sera sa nouvelle partenaire. Avance rapide de 17 600 ans, Kai se trouve désormais dans une zone infestée de dragons appelée la zone draconique. Il y voit une excellente opportunité pour tester sa nouvelle épée. Il commence à découper chaque dragon sur son passage, réalisant rapidement que cette lame correspond parfaitement à son style de combat. En atteignant le 350 étage, il rencontre un autre dragon. Celui-ci est plus petit que les précédents, mais son regard révèle une puissance bien supérieure. Le système commence même à l'encourager, et sans perdre de temps, Kai se jette sur le dragon pour en finir rapidement. Cependant, après un moment, il se retrouve complètement vaincu et éclate de rire face à la défaite. Il n'arrive pas à croire que toutes ses attaques aient été inutiles. Plus tard, il retourne à la fontaine d'élixir pour se soigner et commente à quel point la sensation de voir sa chair se régénérer est étrange. Il réfléchit à la manière de contrer la capacité du dragon à annuler les attaques physiques et se demande si la magie pourrait être la solution. En se souvenant du livre magique qu'il a reçu, il décide de lire l'introduction à la magie. Malheureusement, il découvre que, à cause de sa bénédiction, il ne peut pas acquérir la magie de façon classique. Le seul moyen pour lui d'apprendre est de lire directement le texte original du livre. Après avoir pris une gorgée d'élixir, une notification du système lui indique que les maux de tête et la nausée qu'il ressentait étaient dus à une intoxication magique, mais qu'il a désormais développé une résistance à cela. Désormais, 17 673 ans se sont écoulés, et Kai a passé tout ce temps à étudier la magie. Après environ 60 ans, il commence à en comprendre les bases. Il apprend que la magie peut être divisée en attributs généraux et spéciaux. Les attributs généraux nécessitent un talent inné, et sans celui-ci, former des contrats est impossible. Il découvre également la magie sans attributs, qui consiste à imprégner des objets ou des êtres vivants de pouvoirs magiques. En réalisant que la magie sans attributs ne demande que la manipulation de l'énergie magique, il pense qu'il peut l'apprendre. Après avoir dépassé le cap des 8000 ans, il comprend que le corps humain est composé de minuscules cellules. Il en déduit que les techniques magiques comme le renforcement corporel ou l'ultra-régénération ciblent les tissus entiers. S'il parvient à concentrer la magie au niveau cellulaire, il pourrait même réaliser des attaques à distance. Pour tester cela, il décide d'affronter un autre dragon. Heureux que le système recharge les monstres avec le temps, il se prépare au combat. Le dragon lance une attaque de feu, mais Kai contre avec un renforcement corporel appelé force adamantine. Il encaisse les flammes de plein fouet et se rend compte qu'il n'a même pas besoin d'activer l'ultra-régénération. Ensuite, il dégaine son katana et utilise un renforcement d'arme appelé armement démoniaque, imprégnant sa lame de magie sans attribut. Son épée devient alors une lame magique capable de trancher n'importe quoi, même les immunités physiques. Il s'excuse auprès du dragon pour ce qui va arriver, puis, d'un seul coup, tranche la créature en deux, réduisant sa moitié supérieure en poussière. Il se rend compte que les autres dragons, à part celui-ci, ne sont même plus dignes de servir d'entraînement. Plus tard, il teste une technique magique appelée œil divin, qui lui permet de percevoir tous les monstres dans un rayon de 500 mètres. Cela l'aide ? Kai ne pensait plus à rien d'autre et tira son épée, déclarant à Fafnir qu'il ne pouvait pas résister à ses yeux. Il avait attendu 3500 ans pour les revoir. Sans attendre, il se jeta sur Fafnir, manquant sa première attaque mais causant une destruction massive dans la pièce. Il dit ensuite à Fafnir de bien regarder tout ce qu'il avait accompli uniquement pour lui. Kai expliqua que pendant toutes ces années, il n'avait pensé qu'à une seule chose, comment le vaincre enfin. Il en était devenu obsédé au point de croire qu'il perdait la raison, et maintenant, il voulait voir le dragon saigner. Juste au moment où il allait attaquer de nouveau,
Fafnir se rendit. Kai, agissant comme un véritable fou, revint soudainement à la réalité et hurla à Fafnir pour lui demander s'il était sérieux. Il essaya de le motiver à se battre plus durement, mais le dragon affirma que c'était impossible. Kai rappela à Fafnir qu'il avait passé 3500 ans à étudier la magie rien que pour le combattre. Soudain, une notification système apparut, annonçant que la 8e épreuve était terminée parce que Fafnir s'était rendu. Kai ne pouvait pas l'accepter et demanda si le système pouvait faire quelque chose, mais il lui répondit simplement que c'était fini, qu'il avait gagné, et qu'il recevait une récompense spéciale. La récompense spéciale s'avéra être que Fafnir voulait rejoindre le groupe de Kai. Mais en voyant le dragon pleurer, Kai n'était pas sûr que ce soit une bonne idée. Il se demanda comment une créature aussi immense pouvait le suivre, puis se dit qu'elle s'adapterait. Il fut soulagé de constater que Fafnir pouvait parler la langue humaine, puisqu'il avait été seul pendant 10 000 ans. Finalement, il accepta Fafnir dans son groupe, et le dragon se transforma en une petite fille. En la fixant quelques instants, il se dit qu'elle était peut-être un peu trop petite. Ensuite, Kai enfila son nouvel équipement fabriqué à partir de pièces légendaires de dragon, qui étaient censées durer des centaines d'années. Ses anciens vêtements étaient en lambeaux, il était donc reconnaissant d'avoir cette nouvelle tenue. À ce moment-là, Fafnir lui demanda s'il devait brûler ses vieux vêtements. Kai répondit non, et Fafnir le prévint de ne jamais les sortir à nouveau à cause de certaines tâches embarrassantes. Il rangea enfin ses anciens vêtements dans sa boîte d'objets et décida de retourner au rez-de-chaussée pour montrer quelque chose à Fafnir. Il avait construit une petite cabane pour eux à partir de matériaux du labyrinthe. Cependant, Fafnir ne semblait pas impressionné. Kai la rassura en lui disant qu'il y avait de la nourriture à manger. Il posa un morceau de bœuf du tonnerre devant elle, lui demandant ce qu'elle pensait qu'il allait en faire. Fafnir n'était pas fan de son discours long et inutile. Finalement, Kai sortit l'épée de flamme qu'il avait obtenue plus tôt et découpa le morceau de viande. Cela se transforma en un steak parfaitement cuit, et il lui dit fièrement qu'il lui avait fallu 10 ans pour maîtriser cette technique. Lorsque Fafnir lui demanda si elle pouvait manger le steak, Kai acquiesça mais mentionna que le seul assaisonnement qu'ils avaient été du sel, qu'il avait récupéré de l'eau de mer entre les étages 170 et 180. Sans hésiter, Fafnir commença à mâcher le bras de Kai au lieu de la viande. Il lui rappela que c'était le bœuf qu'elle était censée manger, mais elle s'en moquait. Plus tard, il lui donna un tas de viande tandis qu'il buvait un peu d'élixir pour guérir sa main. La regardant manger avec ses mains, il lui montra comment utiliser une fourchette et l'encouragea à essayer. Manger avec quelqu'un lui semblait étrange, comme si quelque chose manquait. Ce moment fit disparaître son obsession pour la puissance, et la soif de sang qu'il avait un jour consumé s'évapora. Après un certain temps, ils atteignirent le 400e étage, et maintenant 13 000 ans s'étaient écoulés depuis le début du jeu. Ils rencontrèrent une bête qui ressemblait à un croisement entre un éléphant et un gorille. Fafnir se demanda pourquoi elle avait un nez aussi long, et Kai se souvint l'avoir vu dans un livre. Il réalisa que cela s'appelait un élément. La bête rit et félicita Kai d'avoir atteint cet étage, se présentant sous le nom de Jerry Msekulug, un véritable dieu maléfique. Kai demanda à Fafnir si elle savait ce que cela signifiait et vérifia si elle avait fini son steak. Fafnir répondit qu'elle le finirait plus tard et sortit un bras robotique, disant à Jerry qu'elle allait lui donner une bonne correction. Kai fut surpris et lui demanda où elle avait appris à être aussi violente. Fafnir répondit qu'elle l'avait appris de lui. Décidant d'intervenir, Kai dit à Jerry que gaspiller sa vie aussi imprudemment n'était pas une bonne idée et lui demanda de se rendre. Jerry n'en croyait pas ses oreilles et rappela à Kai qu'il servait le dieu suprême. Il affirma être le premier vassal avec le rang le plus élevé parmi les dieux, disant qu'il était même un honneur pour Kai de lui parler. Fatigué des vantardises de Jerry, Kai le frappa d'un seul coup, le réduisant en cendres. Il mentionna que si Jerry n'avait pas refusé, au moins ses os seraient restés. Il se rappela qu'il devait donner un exemple, mais Fafnir s'excita, pensant qu'il devrait maintenant battre tout le monde. Kai essaya d'expliquer que ce n'était pas bien d'être violent envers tout le monde, mais Fafnir l'ignora et demanda encore plus de nourriture. Soudainement, il reçoit une récompense appelée l'encyclopédie de la soumission. Perplexe sur ce que cela fait, une fenêtre pop-up apparaît lui demandant s'il souhaite sauvegarder l'âme de Jerry dans l'encyclopédie. Fafnir est sur le point d'appuyer sur le bouton, mais Kai l'arrête juste à temps, lui disant d'appuyer sur l'autre bouton. Finalement, elle appuie sur le bouton « Oui », et le livre brille, enregistrant les informations de Jerry. Kai se rend compte qu'il peut invoquer des monstres et décide de réessayer de compléter l'encyclopédie à partir du premier étage.
Ils retournent donc au premier étage, car Fafnir a très faim. Une fois revenus à leur cabane, Kai se prépare à invoquer Geri Msekulug, en rappelant à Fafnir qu'il s'agit du même monstre qu'il a récemment vaincu. Il commence le chant d'invocation, et Geri apparaît, l'air confus. Il se demande où il se trouve jusqu'à ce qu'il aperçoive Kai. Kai lui dit qu'il va désormais lui servir, mais Geri désapprouve immédiatement, montrant qu'il est toujours désobéissant. Kai décide d'entraîner Geri lui-même, disant qu'après avoir erré entre la vie et la mort tant de fois, il pourrait devenir plus obéissant. Avance rapide de 51 000 ans, et Geri dort paisiblement quand Kai lui crie de se réveiller. Geri saute hors du lit, et il se salue, mais Kai le punit pour avoir été trop lent. Il rappelle à Geri qu'il doit répondre plus vite. Geri commence à s'incliner et se qualifie de « ver inutile rampant sur le sol ». Fafnir se réveille, et Geri la salue aussi, se qualifiant à nouveau de « ver inutile ». Cela lui vaut une autre claque pour sa lente réaction. Kai lui rappelle de ne pas utiliser ce langage devant Fafnir, mais c'est trop tard. Maintenant, Geri salue Kai en l'appelant aussi « ver inutile », ce qui conduit Kai à le punir avec 500 000 pompes. Après une heure, Geri termine enfin sa punition. Kai suggère qu'il retourne sous terre pour continuer à remplir l'encyclopédie, mentionnant qu'il veut tester les nouveaux bras robotiques qu'il a récemment obtenus. Il s'agit des gants du sceau divin, qui peuvent abaisser ses capacités à volonté. S'il réduit ses statistiques au minimum, se fait battre puis gagne, ses statistiques s'amélioreront un peu. Avec cela en tête, Kai dit à Geri Msekulug de réapprovisionner les fournitures et de nettoyer la maison après 65 000 ans. Lui et Fafnir se dirigent vers le 700e étage, où il n'y a ni arbre ni rocher, juste un ciel rouge sang. Ils aperçoivent quelque chose au loin et se demandent si c'est un monstre de boss. Il s'avère que c'est une créature qui félicite Kai d'être arrivé jusque-là, bien qu'elle ressemble à quelqu'un avec un fétichisme des pieds. Kai se rend compte qu'il ne peut pas évaluer la force de l'ennemi parce que les gants ont abaissé ses statistiques. Normalement, il pourrait sentir la forte soif de sang du monstre, mais maintenant, il n'est pas sûr s'il doit retirer ses gants. Il craint que si le monstre est faible, il passera à côté de points d'expérience. Il demande à Fafnir ce qu'elle en pense, mais elle est trop distraite par l'apparence appétissante de la créature. Kai lui demande si elle aime le poulet, et Fafnir demande s'ils vont le rôtir. Le phénix, qui entend cela, se met en colère quand Kai l'appelle « monstre oiseau déformé ». Le phénix crie à Kai pour l'insulte, mais il tente de lui expliquer que ce n'était qu'une figure de style et qu'il l'a mentionné comme un ingrédient alimentaire. Cela rend le phénix encore plus enragé, et il jure de ne jamais le pardonner. Pendant ce temps, Fafnir sort ses bras robotiques, prêt à affronter l'oiseau. Le phénix l'appelle une imbécile pour l'avoir défié et commence à l'attaquer avec des flammes. Fafnir esquive facilement et frappe les flammes loin de son chemin. Ensuite, elle utilise une attaque appelée « coup du ciel du lion » pour abattre le phénix, et avec un dernier coup, elle tranche l'oiseau en deux. Après avoir atterri au sol dans une pose élégante, Kai la complimente pour avoir enfin donné un nom correct à son attaque spéciale. Fafnir rappelle à Kai qu'il est temps de cuisiner, et il sort son épée de flamme. Soudain, le corps du phénix commence à brûler tout seul, et il commence à se régénérer. Une fois entièrement guéri, le phénix révèle qu'il est immortel. Juste au moment où Fafnir s'apprête à attaquer à nouveau, Kai l'arrête, riant et appelant le phénix le meilleur. Il ressent une montée d'adrénaline et veut tester si le phénix est vraiment immortel. Il prévoit de retirer tous ses organes, de le découper en morceaux minuscules et de voir combien de temps sa force vitale va durer. À sa grande surprise, après avoir découpé le phénix en morceaux de la taille d'une bouchée, il meurt réellement. Même s'il cuisine le phénix pour Fafnir, il n'arrive pas à croire qu'il ne se régénère pas. Lorsqu'une notification apparaît concernant l'ajout du phénix dans l'encyclopédie, Kai le frappe, incrédule. Il appelle l'oiseau un monstre pathétique d'être mort si facilement, pour réaliser qu'il a dit cela devant Fafnir. Changeant rapidement de ton, il lui dit que l'utilisation de ce genre de langage n'est pas acceptable et la rassure en lui disant qu'il l'a seulement dit pour lui montrer ce qu'il ne faut pas faire. Fafnir est d'accord avec Kai, le qualifiant de nul, ce qui fait réaliser à Kai qu'il est trop tard pour changer les choses. N'ayant pas d'autre option, il l'appelle « bonne fille » et suggère qu'il retourne à leur maison. Fafnir, maintenant en l'appelant « ver inutile », le suit. Ayant réussi l'épreuve des dieux, Kai se souvient soudainement de tout ce qui s'est passé juste avant le début de l'épreuve. Il se rappelle qu'il était en voyage vers la capitale royale tout en étant poursuivi par des bêtes noires et une rousse, ce qui l'a conduit à trébucher dans le donjon appelé le Sentier des Dieux. S'il n'avait pas réussi l'épreuve, il n'aurait pas pu partir.
Heureusement, le temps était figé à l'intérieur et à l'extérieur du donjon, lui permettant de combattre d'innombrables monstres et de nouer des liens. Il lui a fallu 100 000 ans et 7 jours pour s'échapper. Remarquant le comportement étrange de Kai, Fafnir commente que son maître agit bizarrement. L'ancien boss final explique que c'est normal puisqu'ils viennent de revenir dans le monde d'origine. Malgré son statut de boss final, ETH a vu le statut de Kai et a capitulé avant même que le combat ne commence. Juste à ce moment-là, Fafnir mentionne que quelqu'un approche, et à leur grande surprise, c'est la même rousse, Mo, qui poursuivait Kai plus tôt. Kai se souvient de qui elle est, et bien qu'il se rappelle que Signal était fort, il ne semble pas si impressionnant maintenant. Signal remarque que Kai est accompagné et fait remarquer que tous les deux sont des bombes. Cela met Kai et Fafnir en colère, et il faille transformer Signal en bouillie, mais Kai les arrête, voulant gérer cela lui-même. Il enfile les gants du sceau divin pour l'aider à se contenir. Apprendre que Kai veut prendre ça à la légère met Signal en rage, qui lui demande s'il comprend même la situation. Avant que Signal ne puisse en dire plus, Kai attaque et lui brise tous les doigts de sa main qu'il utilisait pour se caresser. Signal ordonne à ses monstres d'attaquer, mais Kai les élimine facilement avec sa technique d'épée. Il marche vers Signal et utilise un mouvement appelé « Brink of Death » pour transformer les derniers monstres en morceaux. Les sbires réalisent que Signal n'a aucune chance. Après l'avoir attaché, Kai le questionne sur ses actions, et Signal avoue tout sans résistance. Signal révèle que Francton a conspiré avec l'Empire pour kidnapper la première princesse, Rosemary, afin d'exécuter leur plan. L'Empire a envoyé des ENTS et Signal, ce qui explique pourquoi Sumner de l'Empire errait dans le royaume. Kai se sent obligé de protéger Rosemary pour une raison quelconque et se demande s'il peut combattre l'épée. L'empereur Aster demande à Kai s'il pense à faire quelque chose de téméraire, et Fafnir remarque que son maître semble excité à l'idée de commencer. Kai invoque des sauterelles depuis son encyclopédie pour créer une diversion pour les forces de l'Empire, leur ordonnant d'éliminer toutes les cibles qu'il trouve. Des milliers de sauterelles commencent à voler partout, mangeant et éliminant toutes les silhouettes encapuchonnées qu'elles croisent. Pendant ce temps, Rosanna entend le vacarme à l'extérieur et annonce qu'ils sont attaqués, ordonnant à tout le monde de se préparer. Lorsque Rosemary demande qui sont les ennemis, Rosanna répond qu'il s'agit de l'Empire et qu'il y a un traître parmi eux. Rosanna suggère qu'il s'échappe immédiatement, mais tombe sur Francton. Elle se rend vite compte qu'il est le traître, ce qui amène Rosemary à se demander si son frère l'a aussi trahi. Francton mentionne que si Rosemary devient la mère porteuse pour le troisième prince de l'Empire et que Gilbert monte sur le trône, leur royaume sera en sécurité. Rosemary réplique que si cela signifie nuire à son propre peuple, il n'est rien d'autre qu'un traître. Arnold apparaît, disant à Francton qu'il ne le permettra pas, ce qui rassure les filles. Il s'excuse auprès de Rosemary pour son retard et tente d'attaquer Francton, mais une autre personne le bloque, affirmant qu'Arnold est un défi digne de ce nom. Cette personne se présente sous le nom de Zir et propose un duel à mort. Arnold se rend compte qu'il fait face à l'empereur épéiste de l'Empire et s'engage dans le combat. Sana remarque qu'ils sont à égalité, mais elle porte malheur à Arnold. Soudain, un serpent mord le cou d'Arnold. Zir crie après Hans pour son intervention, mais Hans répond qu'il ne s'intéresse pas aux hobbies inutiles de Zir. Zir lui demande s'il ose se moquer de l'honneur d'un épéiste, et Hans dit qu'il suit simplement les ordres de l'empereur. Arnold fait signe à Rosanna de fuir dans la forêt pendant que l'ennemi est distrait. Avant qu'elle ne puisse s'échapper, un soldat pervers attrape la princesse bien dotée, tandis que Rosanna est capturée par un garde chauve. Le garde demande à Hans s'il peut emmener Rosanna, et Hans accepte, donnant au garde chauve une chance d'agir. Hans dit à Francton de s'occuper de la contrainte de la princesse, puis s'éloigne avec Zir. Le garde tenant Rosemary lui dit de regarder pendant que Rosanna devient une femme, ce qui la pousse à appeler à l'aide. Soudain, la tête du garde chauve tourne à 180 degrés, et Kai décapite le garde tenant Rosemary. Kai n'arrive pas à croire à quelle vitesse la tête est tombée, tandis que Rosemary est choquée de le voir. Alors que Kai aide Rosemary à se relever, les soldats de l'Empire fuient devant Fafnir, qui s'amuse à les éliminer. Aster rassure Kai en lui disant de laisser les petites gens à eux, et Rosemary est confuse de voir Kai interagir avec les monstres, car elle a toujours entendu dire qu'il était un faible. Maintenant, il lui est difficile de croire qu'il est celui qui possède ce soi-disant don inutile. Elle remarque quelques sourires collés aux zones sensibles de Rosanna, mais Kai clarifie rapidement qu'ils ne sont pas des ennemis, ce sont ses slimes de guérison. En entendant cela, Arnold se rend compte que l'engourdissement disparaît et que ses blessures guérissent. Rosemary serre Rosanna dans ses bras, soulagée que sa carte V soit en sécurité, tandis que Kai félicite ses slimes pour leur bon travail.
Arnold demande à Kai s'il peut invoquer des créatures, et Kai explique qu'il ne s'agit pas exactement d'invocation. Après cela, il donne des caresses sur la tête à Fafnir et aux sauterelles, mais est distrait lorsque Zir apparaît. Zir demande combien de temps il faut pour capturer une femme, et Rosemary panique en le voyant à nouveau. Zir remarque l'épée sur le dos de Kai et se rend compte qu'il reste encore un épéiste, décidant de l'affronter. Il dégaina son épée et avertit Hans de ne pas intervenir, sous peine de l'éliminer pour de bon. Kai remarque la posture de Zir et se sent déçu. Rosemary lui dit d'arrêter, car c'est dangereux, mais il ramasse un bâton par terre et dit à Zir qu'il ne mérite même pas qu'on lui pointe une lame dessus. Cela met Zir en colère, qui se précipite sur Kai, mais est arrêté par le bâton. Le combat continue, et Rosanna est étonnée de voir Kai tenir tête à l'empereur épéiste avec seulement une branche. Elle demande à Arnold pourquoi les attaques de Zir ne touchent pas Kai, mais il est trop abasourdi pour répondre. Finalement, il explique que leurs compétences en escrime sont à des niveaux complètement différents, comme comparer quelqu'un qui s'est entraîné pendant des années à un débutant total. Ce n'est pas seulement une question de talent, c'est le résultat d'un entraînement sans fin. Au final, Kai désarme Zir et lui dit qu'il a du potentiel avec l'épée, mais qu'il doit réfléchir à pourquoi l'ancien empereur épéiste lui a confié ce titre. Kai décide de le laisser partir cette fois, en tenant compte de son potentiel, tandis que Zir s'enfuit en pleurant. S mentionne que Kai est trop dangereux et pourrait devenir une menace pour l'Empire, donc il doit être éliminé. Il invoque le roi des esprits, lui permettant de consommer le mana de ses subordonnés et de tout brûler en cendres. Alors que les chevaliers de l'Empire sont incinérés, Kai dit au roi des esprits que ces flammes faibles ne peuvent pas lui faire de mal. Il invoque ensuite Jerry Nsekulu pour donner une leçon au roi des esprits. Jerry écrase le roi des esprits sous ses pieds et dit à Kai qu'il est honoré d'être invoqué à nouveau. Ensuite, Jerry emporte le roi des esprits dans l'encyclopédie. Pendant ce temps, Hans supplie Kai pour qu'il lui accorde sa miséricorde et lui demande de rejoindre l'Empire, mais sans hésiter, Kai le coupe en deux, disant qu'il n'y a aucune valeur dans les paroles de quelqu'un qui utilise ses subordonnés comme appât. Une fois tout réglé, Kai dit à Fafnir et Aster qu'ils devraient partir. Mais Francton l'arrête, essayant de convaincre Kai de servir sous le prochain roi, le prince Gilbert, lui assurant que le prince offrirait une vie de confort. Kai répond qu'il n'est pas intéressé et ajoute qu'une famille royale qui discrimine en fonction des dons ou de la lignée n'est rien d'autre qu'un fardeau. Cela fait crier Rosanna contre Kai pour avoir insulté la famille royale, et Fafnir et Aster se montrent également défensifs. Cependant, Rosemary dit à Sana de se calmer, disant que tout va bien. Pour la première fois, elle a l'impression d'avoir quelqu'un qui partage ses vues. Au lieu de dépendre de la royauté ou de la noblesse, elle croit que chaque citoyen devrait avoir son mot à dire dans la gouvernance. Kai lui rappelle que cela signifie renoncer à son titre de princesse, et Rosemary répond que cela ne la dérange pas. Elle prend alors une décision audacieuse, disant à Kai qu'elle veut le nommer son garde royal. Tout le monde est surpris, et quand Rosanna lui demande si elle choisit vraiment un soi-disant traître inutile pour un rôle aussi important, Rosemary explique qu'il n'y a plus personne au palais en qui elle puisse avoir confiance. Elle croit que Kai, qui ne se soucie pas de la richesse et possède une force bien au-delà de celle de l'empereur épéiste, est le bon choix. Rosemary dit à Kai que s'il accepte, il doit jurer fidélité en lui baisant la main. Cependant, Kai décide de garder son calme et opte plutôt pour une poignée de main, acceptant l'offre jusqu'à ce qu'elle trouve un véritable garde royal. Raph mentionne que Kai semble toujours attirer les ennuis, mais Kai pense que tant qu'il reste avec la princesse, il pourra affronter des adversaires encore plus forts. Plus tard, Rosemary écrit une lettre à Rena, lui annonçant qu'elle se rend à la grande ville de Bols pour livrer Francton. Elle assure à Rena qu'elle va bien, que Kai a chassé les soldats impériaux et l'accompagne. Ils séjournent actuellement dans la ville de Papa, et quand Kai demande pourquoi ils doivent rester là quelques semaines, Rosemary explique que c'est jusqu'à ce que la sécurité de Bols soit confirmée. Elle est également reconnaissante que Kai ait accepté le rôle de garde royale, disant que s'il lui avait refusé, elle aurait dû nommer Rena à la place. Cela fait réfléchir Kai à propos de Rena, qui s'entraîne actuellement dans la capitale royale, et il se demande s'ils se sont obligés de protéger Rosemary à cause de sa connexion avec Rena. Rosemary ajoute qu'elle ne veut pas que sa meilleure amie prenne une mission dangereuse, et Kai acquiesce, disant qu'il veut aussi protéger son amie d'enfance. Il lui rappelle qu'il n'agit que comme un garde royal de substitution, et Rosemary accepte, disant que si elle peut lui demander encore un petit service plus tard dans la journée. Pendant ce temps, Raph, Fafnir et leur chien dorment paisiblement. Lorsque Kai entre dans la pièce et leur crie de se réveiller, Raph se réveille en hâte, exposant sa poitrine, et on lui dit qu'il se dirige vers la ville pour faire des courses.
Dans le chaos, Aster laisse tomber sa couverture, offrant à Kai une vue surprise de son corps. Kai est choqué de découvrir qu'Aster est une femme, et Fafnir se réveille peu après. Rosemary et Rosanna apparaissent dans la pièce, et Rosemary demande à Fafnir d'aller en ville avec Kai pour chercher des ingrédients afin de faire un gâteau. Fafnir est excité et demande si Rosemary prépare un gâteau, et Rosemary acquiesce, disant qu'elle fera de son mieux bien qu'elle ne soit pas aussi douée que Kai. Pendant ce temps, Kai ordonne à son invocation, Mia, de protéger la princesse pendant qu'ils sont en ville. Alors que les trois quittent pour la ville, Rosanna se demande si c'est bien, et Rosemary la rassure en disant que tout va bien. Apparemment, Papa est une ville nichée dans la vaste forêt de soie, où des chasseurs du monde entier passent. C'est aussi un lieu de liberté où les peuples bêtes persécutés se rassemblent, et Kai sait cela car sa mère lui racontait des histoires à propos de cette ville. Alors qu'il pense à s'enregistrer un jour en tant qu'aventurier, Aster commente l'agitation en ville. Kai décide de vérifier et est surpris de voir un groupe de personnes rassemblées autour de quelque chose. Au marché local, un vendeur montre fièrement un fruit populaire à Lord Getty, espérant l'impressionner. Mais avant que Lord Getty ne prenne une bouchée, il fait signe à ses magiciens d'opérer leur magie. Il transforme rapidement le fruit pour qu'il semble pourri, et lorsque Getty le goûte enfin, il le jette par terre avec dégoût, déclarant qu'il est gâté. Il rappelle au vendeur qu'il est censé choisir un cadeau pour Gilbert, et servir des fruits pourris, c'est comme les offrir directement à Gilbert. Getty avertit le vendeur qu'il vient de se faire des ennemis avec toute l'alliance sanguine, tandis que le vendeur implore désespérément son pardon. À ce moment-là, quelqu'un dans la foule s'avance, affirmant que ce n'est pas juste. Il s'avère que c'est le leader de l'un des 4 guildes sacrées, accompagné de son second. Ils soutiennent que les habitants de la ville ne devraient pas être punis, et le second fait remarquer que Gilbert ne voudrait pas que ces gens souffrent. Le leader dit à Getty de se calmer, et Getty acquiesce à contre-cœur, demandant au vendeur d'apporter de meilleurs fruits la prochaine fois. Cependant, à la fois Aove et Kai voient que les dirigeants des guildes sont impliqués dans tout le plan. Alors que Kai commence à s'éloigner, Efen repère son chien Fen qui s'enfuit. Pendant ce temps, un peuple bête est harcelé parce que le fruit de son père a déplu à Getty. Les brutes le menacent, disant qu'ils ne rachèteront jamais chez lui. Ils le poussent et lui donnent un coup de pied dans le ventre, faisant tomber un des fruits qui est écrasé sous leurs pieds. Le peuple bête ressent des regrets de ne pas être un chasseur aussi fort que son père, souhaitant pouvoir se défendre. Juste à ce moment-là, Fen apparaît pour le défendre, et Fafnir ainsi que Kai apparaissent aussi, avertissant Fen de ne pas causer de problème. Fafnir fait un signe de la main à Fen et s'excuse de s'être enfui. L'un des brutes dit à Kai de ne pas se mêler de leurs affaires, mais Kai le met rapidement hors d'état de nuire. Les autres brutes se préparent à combattre, mais leurs attaques n'ont aucun effet sur Kai. Ils décident de laisser l'un d'eux en vie et éliminent le reste. Lorsque le dernier brute tente de le remercier, Kai lui dit de remercier plutôt Efen et demande à Esther d'emmener Fafnir et les peuples bêtes chez Rosemary. Il retourne ensuite vers le dernier voyou, voulant rencontrer son patron, insinuant que les fruits pourris ne sont qu'une petite partie d'un complot plus grand dans la ville. Plus tard, Rosemary est en train de faire un gâteau pour tout le monde lorsqu'Aster lui dit que Kai ne sera pas à la maison ce soir car il est occupé avec son enquête. Elle se sent un peu déçue car elle voulait que Kai essaie son gâteau, mais Fafnir lui rappelle qu'elle peut toujours en cuire un autre. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de la ville de Papalo, un garçon reçoit une bête magique qui lui dit de tout dévorer sur son passage. Plus tard dans la journée, Sana confronte Kai, furieuse de son ingérence dans les affaires de la ville. Elle lui dit qu'elle ne peut pas lui pardonner d'avoir mis la princesse en danger. Kai commence par s'excuser et explique que tout ce chaos implique des nobles liés à la famille Amelia, se demandant si la princesse resterait vraiment silencieuse à ce sujet. Rosemary intervient, demandant si elle peut faire quelque chose pour aider. Kai lui dit de rassembler des gens, car il prévoit de tenir une réunion pour partager des informations sur les peuples bêtes. Il commence à expliquer que le succès de la ville de Papalo dépend énormément des produits agricoles des peuples bêtes. Il révèle que certains nobles veulent s'emparer des terres agricoles, s'associant avec des guildes en quête de gloire, et le maire, qui discrimine les peuples bêtes. Ils travaillent tous ensemble avec des voyous prêts à tout pour de l'argent. Leur plan est de chasser les peuples bêtes de la ville. Apparemment, ils ont eu une réunion où Getty a été félicité pour ses performances. Il mentionne également qu'ils ont embauché un groupe de bandits pour simuler une attaque contre la ville. Après cela, la guilde des pièces interviendra pour « sauver » la ville d'une fausse rébellion des peuples bêtes, leur permettant ainsi de capturer les peuples bêtes et de les vendre comme esclaves.
Kai a obtenu ces informations d'un voyou qui a été capturé et interrogé par son subordonné, Bug, qui est vraiment doué pour obtenir des informations. Les peuples bêtes sont choqués et commencent à douter si cela se passe vraiment. Un garçon bête se souvient de la façon dont ses parents étaient accablés par le stress et se rend compte que personne ne croirait une vérité aussi horrible. Kai lui tapote la tête et lui demande ce qu'il veut faire. Le garçon bête dit qu'il ne peut pas leur pardonner d'avoir utilisé leurs fruits de cette manière et veut protéger la ville de ces mauvais garçons. Entendant cela, les autres peuples bêtes sont inspirés, et Kai se sent ému, disant au garçon, nommé Shura, que cette confiance vient du travail acharné de sa famille. Il encourage Shura, disant que c'est sa force. Shura essaie de remercier Kai, mais Kai lui rappelle que c'est sa ville à défendre. L'un des peuples bêtes fait remarquer que beaucoup d'entre eux sont des femmes et des enfants qui ne peuvent pas se battre. Kai accepte qu'il pourrait facilement éliminer les bandits, mais il ne peut pas rester dans la ville pour les protéger indéfiniment. Il insiste sur le fait que les peuples bêtes doivent mériter leur place par leur propre force et promet de soutenir ceux qui sont prêts à se battre pour leur liberté. Pendant ce temps, un fermier nommé Dilma parle de ressusciter une puissante bête démoniaque et de la lâcher sur la ville de Papalo, affirmant que ce serait facile pour quelqu'un comme lui. Une elfe généreusement dotée nommée Nell lui rappelle que le travail coûte une somme conséquente de 100 millions d'or, l'exhortant à s'assurer de le mener à bien. Dilma rétorque que contrairement aux démons faibles, il n'a aucune raison d'échouer, ce qui rend l'un de ses subordonnés furieux sans hésitation. Dilma utilise sa magie pour faire fondre tous les bandits, assurant à Nell qu'ils sont des sponsors importants et qu'il ne nuira pas aux autres. Il lui dit de partir pendant qu'il est encore de bonne humeur. Pendant ce temps, une sauterelle entend leur conversation et se précipite vers Kai, l'avertissant qu'une bête démoniaque prévoit d'envahir la ville. Cette nouvelle fait réfléchir Kai, pensant qu'ils ont peut-être pris vent de la situation, alors il décide de vérifier comment se passe l'entraînement des peuples bêtes. En même temps, le chef des bandits donne des ordres, disant qu'ils étaient censés attaquer seulement les peuples bêtes, mais il dit à ses hommes de prendre tout ce qu'ils peuvent trouver. Juste au moment où l'un des bandits s'apprête à entrer dans une maison, Shura se faufile derrière lui et le met rapidement hors d'état de nuire d'un seul coup. Fen commence à l'encourager, et Shura ne peut pas y croire, pensant qu'il vient de faire ce que Kai lui a appris. Quelques semaines plus tôt, l'équipe de Kai avait organisé un camp d'entraînement pour les peuples bêtes, ralentissant le temps pour qu'ils puissent beaucoup s'entraîner. Kai avait expliqué que les bandits étaient en infériorité numérique et que s'ils pouvaient maîtriser une technique en un coup, ils gagneraient facilement. Pendant ce temps, Jidi loue le maire pour lui avoir amené une belle prise cette nuit-là, mais il se fait donner un coup de pied dans le visage par elle lorsqu'il tente de la saisir. L'un des peuples bêtes dit alors au maire que c'est la revanche pour avoir touché à leurs fruits. Alors que les peuples bêtes continuent de mettre les bandits hors d'état de nuire, Shura commence à se sentir plein d'espoir qu'ils peuvent vraiment gagner. Rosemary est surprise de voir que les bandits sont plus faibles qu'elle ne le pensait, mais Kai la prévient qu'il est encore trop tôt pour célébrer. Lorsqu'elle lui demande ce qu'il veut dire, Kai lui dit de rester là et de regarder. Sur la place du marché, le chef de la guilde des pièces accuse les peuples bêtes d'avoir attaqué la ville. Soudain, Kai apparaît avec une pile de bandits capturés, expliquant leur plan à tout le monde. Il demande à l'un des bandits si la guilde des pièces lui a ordonné d'attaquer la ville, et le bandit l'admet, se demandant s'il prévoyait de se débarrasser des bandits et de s'attribuer les crédits pour eux-mêmes. Le sous-chef argue que les habitants de la ville ne croiront pas les bandits, mais Kai rétorque que tous les bandits ont été capturés. Si la vérité sur leur trahison éclate, tout le monde réagira de la même manière. Le chef de la guilde des pièces retourne alors la faute sur Kai, et avec le sous-chef, ils tentent de l'attaquer avec leurs armes épineuses. Mais Kai saisit facilement leurs épines et les tire vers lui, les envoyant s'écraser contre un mur. Les membres de la guilde sont choqués que leur chef soit tombé si rapidement. Kai se contente de dire qu'il aide simplement ceux qui sont en difficulté et propose de prêter main forte à la guilde des pièces s'ils veulent en être des héros.